protest in Argentina's capital opposing the agrochemical company Monsanto. Monsanto est le premier producteur mondial de semences et de pesticides génétiquement modifiés. Depuis 2018, il appartient maintenant à Bayer AG. Pour beaucoup, le nom de Monsanto est synonyme de recherche de profit sans scrupules, qui ne connaît ni morale ni loi et qui marche littéralement sur les cadavres. Mais alors, est-ce que tout ce qu'on entend est vraiment la réalité ? Ou alors, est-ce que derrière Monsanto se cache en fait le désir de résoudre tous les problèmes alimentaires du monde ? Comme le proclame Bayer aujourd'hui sur sa page d'accueil avec une mise en page verte frappante, « Health for all, hunger for none » ou alors « La santé pour tous, la faim pour personne ». At Bayer, we're led by our vision, health for all, hunger for none. This vision is truly inclusive. We are supporting more and more people in need in all regions of the world. Join us in leading change that matters. Every day, we can help people and our planet thrive. Together for a future, with health for all and hunger for none. Ce groupe mondialement connu, qui a réalisé en 2016 un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars avant le rachat de Bayer, fait-il finalement partie des méchants ou des gentils ? Les choses ont-elles changé après le rachat par la société Bayer ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous devons nous pencher sur l'histoire de Monsanto et plus particulièrement sur la manière dont elle est devenue une entreprise à la reconnaissance mondiale. Monsanto a été fondé en 1901 par John Francis Queeny dans le Missouri aux États-Unis. Elle opérait sous le nom de Monsanto Chemical Works. C'est sa femme Olga Mendez Monsanto qui a d'ailleurs donné le nom à cette entreprise. Queeny voulait produire avec un seul employé l'édulcorant saccharine qui n'était jusqu'alors produit qu'en Allemagne et qui est aujourd'hui soupçonné de provoquer le cancer chez certaines personnes. 3 ans plus tard, la caféine fut ajoutée à la gamme de produits et en 1905, la vanilline. Il avait alors déjà 3 employés au comptant de son entreprise. La start-up a survécu aux premières années de perte et a donc ensuite connu un véritable essor. En 1912, les effets nocifs de la saccharine sur la santé étaient si bien connus qu'elle fut interdite aux États-Unis pour les aliments normaux. Elle ne pouvait ensuite être vendue qu'aux personnes souffrant de diabète. En 1915, soit 10 ans après que l'entreprise ait fait ses premiers bénéfices, le chiffre d'affaires dépassait déjà le million de dollars. En 1920 et 1924, Monsanto était déjà poursuivi en justice. L'entreprise a été accusée d'avoir continué à commercialiser la saccharine et ce, malgré leur interdiction. Les 2 procédures sont abandonnées par manque de preuves ou par désaccord du jury en l'année 1925. Année extrêmement importante, 1927, entrée en bourse. En 1928, John F. Queeny transmet cette fois la direction de l'entreprise à son fils Edgar Monsanto Queeny, qui reprendra donc la direction. Et c'est le début d'une longue série de décisions commerciales sans lesquelles notre monde se porterait probablement mieux, mais c'est de cela dont on va discuter aujourd'hui. La gamme de produits s'est continuellement élargie au cours des décennies qui s'en sont suivies. Monsanto est toujours là lorsque des profits sont en vue. Les effets secondaires de cette vision peu scrupuleuse, eh bien, peu importe les effets secondaires. Vous voulez d'ailleurs quelques exemples de tout ceci ? Eh bien, en voici. En l'année 1942, Paul Hermann Müller, un chercheur de l'entreprise suisse J.R. Geigy AG, qui est d'ailleurs aujourd'hui également l'un des acteurs mondiaux de l'industrie pharmaceutique, a constaté l'effet insecticide du dichlorodiphényltrichloroéthane, en abrégé DDT. Après la guerre, Müller recevra d'ailleurs le prix Nobel pour cette fameuse découverte. En 1942, Geigy envoie un échantillon de son insecticide à base de DDT, le Gesarol, aux États-Unis. Ceci avait en effet un problème. La prévention sanitaire et l'hygiène avaient atteint aux États-Unis un niveau qui permettait de contrôler autant que possible les maladies contagieuses potentiellement mortelles.
Après l'entrée en guerre en 1942, il fallait donc protéger les soldats dans les zones de guerre contre les maladies qui risquaient de s'y propager, notamment contre l'une des plus connues qui sévissait à l'époque, le paludisme, une maladie transmise par les insectes. En 1944, Monsanto faisait partie des 11 entreprises américaines qui produisaient du DDT sans licence. En raison des temps difficiles liés à la période de guerre, cela a été rendu possible par un programme spécial du gouvernement américain. Mais cela signifiait également pour les producteurs américains autre chose, pas de droit de licence égale profit bien plus élevé. La première utilisation à grande échelle du DDT a eu lieu en 1944 à Naples. Une épidémie de typhus y sévissait depuis des mois. Cette maladie est transmise par les poux, donc extrêmement contagieuse. On y utilisa le pyrètre, un insecticide végétal, et le DDT pour tuer systématiquement les poux porteurs de la maladie. Une nouvelle méthode consistait à souffler de la poudre d'insectes directement sous les vêtements à l'aide d'un diffuseur fixé sur le col, et ça a permis de désinsectiser rapidement une grosse partie de la population. Bien que du pyrètre ait également été utilisé, la presse a célébré ceci comme un énorme succès pour le DDT. Dès lors, le poison fut considéré comme un produit miracle. Les États-Unis utilisaient la majeure partie du DDT pour prévenir le paludisme dans le Pacifique Sud. 900 tonnes de produits tous les mois. À la fin de la guerre, même 1350 tonnes. Dites-vous que des îles entières étaient aspergées de DDT par voie aérienne. À l'époque, les soldats disposaient d'un pulvérisateur de DDT ou de pyrètre dans leur équipement standard. Il leur permettait donc d'éliminer les moustiques de leurs abris. À la fin de la guerre, le DDT était devenu le produit standard pour la désinsectisation des soldats, des prisonniers de guerre et même de la population civile. À la fin de la guerre, le 1er août 1945, le DDT a été autorisé à l'usage civil aux États-Unis. L'objectif était de débarrasser les cultures des insectes nuisibles le plus vite et le plus efficacement possible. Alors, un nouveau marché énorme s'était ouvert pour les entreprises pharmaceutiques qui produisaient ce produit. Mais l'utilisation civile signifiait bien sûr également que toute la population pouvait entrer en contact avec le poison, absolument tout le monde. La FDA, la US Food and Drug Administration, s'est donc prononcée contre l'introduction prématurée du produit. Il n'avait aucun recul. Cependant, une étude a réussi à démontrer que le DDT provoquait des lésions hépatiques chez les rats. En outre, il existait déjà à l'époque des indices selon lesquels le DDT s'accumulait dans le corps ainsi que le lait. À la fin du compte, la FDA n'a pas réussi à s'imposer. Elle n'avait pas non plus le pouvoir juridique d'empêcher une autorisation par veto. Une fois encore, les effets secondaires, eh bien, peu importe. Au final, la FDA a tout de même réussi à fixer des valeurs maximales légales. Une chose intéressante dans ce contexte, l'attitude de la presse. En effet, le triomphe du DDT après l'épidémie de Naples a été accompagné d'un battage médiatique complètement euphorique et la FDA s'est également opposée, sans succès, à une opinion publique gonflée par la presse. Pensez-vous qu'il s'agit d'une coïncidence ? Au milieu des années 50, on a constaté que les coquilles d'oiseaux en contact avec le DDT devenaient de plus en plus fines ainsi que fragiles. En 1962, 17 ans après la fameuse autorisation, la production de DDT a été arrêtée chez Monsanto. 2 ans après qu'Edgar Monsanto Quinney eut quitté la direction de cette entreprise de plusieurs millions d'euros. Coïncidence encore une fois ? Le prix du marché du DDT par livre est alors passé de 1 $ à 25 cents. Pensez-vous une fois encore qu'il s'agit d'une coïncidence ? Nous savons aujourd'hui que, même après 40 ans, le DDT absorbé par le corps est toujours détectable. Même d'ailleurs, les décennies après son approbation, le DDT peut provoquer le cancer chez les gens qui étaient en contact avec lui. C'est pourquoi il a été interdit dans la plupart des pays industrialisés dans les années 70. Mais ailleurs, il est toujours utilisé pour lutter contre le paludisme. Le pyrètre, fameux produit végétal concurrent qui cette fois se décompose à la lumière, n'est pas non plus autorisé chez nous à l'heure d'aujourd'hui. Les dérivés, cependant appelés pyrétrioïdes, sont utilisés même dans l'agriculture biologique. Souhaitez-vous avoir quelques exemples supplémentaires de tout ceci ?
Au cours des années 40, Monsanto a cette fois commencé à produire des polychloribiphéniles, plus connus sous le nom de PCB. Les PCB sont des composés organiques chlorés utilisés comme plastifiants dans les peintures par exemple, les mastiques ou même les isolants. Mais l'un des problèmes de ceci, c'est que les PCB sont extrêmement toxiques et provoquent une fois encore, devinez quoi, le cancer. Aujourd'hui, les PCB font partie de ce qu'on appelle les 12 salopards. Il s'agit en fait des 12 substances si dangereuses qu'elles ont été interdites à un niveau mondial en 2001 par la Convention de Stockholm. Dans le monde entier est remarquable parce que, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo, les entreprises pharmaceutiques comme Monsanto ou Bayer, qui ont identifié des produits reconnus comme nocifs au point d'être interdits dans un pays, continuent tout simplement à les produire et à les vendre ensuite dans les pays où ils ne sont pas encore interdits. Les effets secondaires de tout ceci, eh bien vous commencez à comprendre, peu importe les effets secondaires. Monsanto a arrêté la production cette fois de PCB en 1977. Toutefois, ce n'est pas de sa propre initiative, comme vous vous en doutez, mais sous la pression de l'opinion publique cette fois. Et là d'ailleurs réside un gros problème de société. Bien que tous les dangers fussent déjà connus de tous au cours des années 70, il a fallu attendre 24 ans pour que les interdictions correspondantes soient réellement mises en vigueur à un niveau international. Dans le cas des PCB, c'était beaucoup trop tard pour réagir. En effet, il s'est répandu dans le monde entier et, 20 ans après l'interdiction mondiale, il est encore omniprésent, détectable partout dans notre atmosphère, nos eaux ainsi que nos sols. Les fabricants ne devraient-ils pas être tenus pour responsables de la production de produits néfastes pour le monde entier ? Voulez-vous d'autres exemples de tout ceci ? La guerre du Vietnam se déroulait dans la jungle. Les militaires américains souhaitaient se camoufler sous la canopée et rendre l'approvisionnement de l'adversaire le plus difficile possible. Vous avez déjà entendu ce nom. L'agent orange est le nom militaire du défoliant de leur choix qui a été pulvérisé à grande échelle par des hélicoptères de l'armée de l'air américaine de février 1967 à avril 1971. L'objectif était de découvrir les caches et les voies d'approvisionnement ennemies. En plus de cela, il a été pulvérisé sur des champs afin de rendre plus difficile l'approvisionnement en nourriture de mouvements de guérilla. Il a été utilisé pour agrandir les propres aérodromes et bases militaires des États-Unis. Le nom vient des banderoles oranges qui marquaient les fûts de poison. Le poison a d'ailleurs été fabriqué, entre autres, par Mobay, une entreprise commune de Monsanto ainsi que Bayer AG. Le problème avec l'agent orange est le suivant. L'herbicide ne peut pas être produit sans que le processus de fabrication ne génère de la tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD qui contamine une fois encore le produit et le rend extrêmement nocif. Le TCDD est hautement toxique en tant que dioxine et peut entraîner la mort ou de graves lésions organiques. Elle se dépose dans les tissus adipeux de l'homme, nuit à l'enfant à naître dans le ventre de sa mère et est cancérigène. À l'époque, le Viet Cong n'était pas le seul à subir les dommages de cet agent. Les habitants civils des régions concernées et quelques 200 000 soldats américains au total qui ont été en contact avec l'agent orange en ont également gravement souffert. Les États-Unis, comme nous le savons, ont perdu la guerre du Vietnam, mais la fin de la guerre ne signifiait pas la fin des souffrances pour les Vietnamiens. Lorsque la TCDD s'accumule dans le sol et les rivières, elle peut persister jusqu'à 100 ans. D'ailleurs, l'exposition continue à la dioxine due à l'utilisation de l'agent orange entraîne aujourd'hui encore au Vietnam une augmentation drastique des malformations chez les enfants, des cancers et des déficiences immunitaires. Selon les estimations de la Croix-Rouge, environ 1 million de Vietnamiens souffraient en 2002 des séquelles de l'utilisation de l'agent orange. Parmi eux, 10% étaient des enfants souffrant de malformations congénitales. Après des procédures judiciaires interminables, les soldats américains lésés ont au moins été dédommagés financièrement par les entreprises productrices. Mais alors, qu'en est-il des Vietnamiens dans cette histoire ? En 2005, une plainte collective des victimes vietnamiennes aux États-Unis a été rejetée. Pourquoi ? Au motif que l'utilisation de l'agent orange n'était en fait pas une guerre chimique et qu'il n'y avait par conséquent pas eu de violation du droit international. Jusqu'à présent, les Vietnamiens concernés n'ont pas encore été indemnisés. Dans le même temps, Monsanto a élargi son champ d'activité.
Il est possible de gagner de l'argent avec les LED peut-être ? Eh bien, Monsanto a fabriqué des LED. Le pétrole semble être un secteur rentable pour quelques raisons économiques, eh bien, Monsanto décide de s'y lancer. En 1972, la raffinerie de pétrole ainsi que le réseau de stations-service sont vendus à Tosco. L'entreprise décide de se séparer de l'exploitation pétrolière au milieu des années 1980. En 1980, le secteur de la biotechnologie est créé et devient rapidement un point stratégique de cette entreprise. D'ailleurs, dès 1982, un an après, les collaborateurs de Monsanto sont les premiers à réussir la modification génétique d'une cellule végétale. Tout va vite. En 1983, Monsanto dépose la première demande de brevet pour une plante génétiquement modifiée. Ce qui est un acte bureaucratique peut être bien sûr remis en question sur le plan éthique. Est-il permis de déposer un brevet sur un être vivant ? Où cela s'est-il passé ? Quelle est la limite ? En 1987, le premier essai de plein champ de plantes génétiquement modifiées a lieu aux États-Unis. En 1994, le premier des produits biotechnologiques de Monsanto est enfin mis sur le marché. Il s'agit du Posilac, une hormone de croissance destinée à augmenter la production de lait des vaches. Par la suite, d'importantes entreprises concurrentes sont rachetées, et ce pour des milliards de dollars à chaque fois. En 1997, Calgen, le fabricant de la tomate Flavor Savor, la première plante génétiquement modifiée autorisée aux États-Unis. 1998, encore d'autres acquisitions, diverses entreprises de semences, dont Cargill, un géant international de la graine. Ces acquisitions ont fait de Monsanto le deuxième plus grand producteur de semences du monde entier. Les premières acquisitions illustraient déjà la nouvelle orientation de l'entreprise. En conséquence, Monsanto est restructuré au cours des années qui s'ensuivent. Tout d'abord, l'activité chimique est séparée, puis lors de l'année 2000, le secteur agricole. Les parties restantes fusionnent avec Pharmacia et Upjohn pour reformer Pharmacia, une entreprise qui sera absorbée 3 ans plus tard par Pfizer. Après la fusion de Pharmacia, le secteur agricole séparé reprend le nom libéré de Monsanto et pose ainsi la première pierre du Monsanto que nous connaissons tous aujourd'hui. La stratégie de rachat agressive poursuit un seul et unique objectif, donner à Monsanto une position de monopole de leader mondial. Cet objectif sera sans surprise atteint. Selon une estimation du ETC Group, Monsanto réalise en 2007 72% de son chiffre d'affaires mondial grâce aux semences génétiquement modifiées. Et sur 87% des surfaces de culture génétiquement modifiées dans le monde se trouvent des plantes issues de la biotechnologie de Monsanto bien sûr. Mais alors, comment fonctionnent les affaires de Monsanto ? Monsanto se contente-t-il de vendre des semences et des graines transgéniques ? Loin de là. La recette des généticiens est bien plus perfide. Vous allez la découvrir, elle se présente ainsi. Prenez par exemple une plante. Modifiez son gène de manière à ce qu'elle survive à une douche de poison du pesticide appelé Roundup, également produit bien sûr par Monsanto. Alors, vous vendez les deux ensemble en tant que paquet. Dites aux agriculteurs que le rendement sera nettement plus élevé, même si au fond ce n'est pas si vrai que cela. Faites-leur ensuite signer le fait qu'ils n'ont pas le droit de garder une partie de leur récolte pour les semences, alors que c'est en fait une pratique paysanne totalement connue mondialement, qu'elle a toujours été d'ailleurs de la mémoire de l'homme. Eh bien, c'était avant Monsanto. Ainsi, les paysans doivent acheter de nouvelles semences à chaque année pour pouvoir produire. Vous pouvez également omettre qu'un sol contaminé par le Roundup ne permettra à aucune autre culture de pousser. Ne dites également à aucun moment que les mauvaises herbes deviendront résistantes au Roundup. Et vous devez engager les agriculteurs par contrat à garder le silence et envoyer ensuite des collaborateurs appelés la Seed Police dans les champs pour rechercher activement des violations du brevet que vous les avez obligés à signer. Cela fonctionne également pour les voisins qui n'ont d'ailleurs jamais conclu de contrat avec Monsanto lorsque le vent souffle des graines de plantes génétiquement modifiées dans leurs champs. C'est chez d'ailleurs les agriculteurs qui ne savent ni lire ni écrire que cela a fonctionné le mieux. Le résultat est si horrible qu'on ne peut qu'espérer que l'intention derrière cette stratégie est purement économique. Vandana Shiva, lauréate du prix Nobel alternatif, déclare à ce sujet: la multinationale sait qu'en contrôlant les semences, elle contrôle l'alimentation. C'est sa stratégie.
Cette stratégie est plus efficace que les bombes, plus efficace que les armes. C'est le moyen de contrôler les peuples du monde entier. Roundup, c'est le nom de la marque dans la gamme de produits de Monsanto. Le nom de la substance active est plus connu sous le nom de glyphosate. En ce qui concerne ses dangers, l'entreprise ment encore une fois comme un arracheur de dents. Biodégradable, peut-on lire sur l'étiquette de Roundup. Bien sûr, en 1996, l'État de New York porte plainte contre ce mensonge et obtient gain de cause finalement après un parcours à travers les instances. C'est alors la fin de l'étiquetage frauduleux, du moins dans l'État de New York. Monsanto suit la stratégie de nombreuses entreprises pharmaceutiques. On fait ce qui n'est pas interdit là où ce n'est pas encore interdit. Est-ce que vous voulez avoir des preuves de tout ceci ? En 2007, le procès a lieu en France contre Monsanto cette fois, avec le même reproche de fraude à l'étiquetage. En effet, à l'époque, en France et ailleurs, on continue à faire de la publicité pour le Roundup en disant qu'il est biodégradable. 10 ans après le jugement définitif de New York. En France aussi d'ailleurs, Monsanto passe par les instances et finit par perdre son procès. Tout ceci nous prouve un énorme problème des entreprises internationales aussi riches que Monsanto. Elles vont jusqu'à la dernière instance, même pour des procès perdus, simplement pour gagner du temps, et continuent ensuite simplement de la même manière là où elles n'ont pas encore de problème. Comme si les populations d'autres parties du monde étaient moins exposées. Bien sûr que non. En 2018, Monsanto a été racheté par Bayer AG. Cela a entraîné une chute vertigineuse de l'action Bayer qui a perdu près de la moitié de sa valeur en bourse. Mais alors, cela a-t-il changé quelque chose aux pratiques un petit peu douteuses de Monsanto ? Bayer Monsanto a annoncé la retraite du Roundup aux États-Unis en 2023. Mais que s'est-il passé pour que cela soit finalement annoncé ? Le glyphosate est considéré comme controversé. Il y a certes des partisans, mais il y a aussi toute une série de jugements définitifs aux États-Unis qui sont passés par toutes les instances et à l'issue desquels Monsanto a toujours perdu ou trouvé des accords extrajudiciaires. Dans tous les cas où les procès ont été menés jusqu'à leur terme, les tribunaux sont parvenus à la conclusion que le pesticide Roundup de Monsanto était à l'origine des graves problèmes de santé des personnes concernées. Les indemnités versées se chiffrent cette fois en milliards. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. But not really, but Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay. So you. No, but I know so that it's dangerous, I right? know. No, people try to commit suicide with it and fail fairly let's regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. we did. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Monsanto Bayer finit par retirer le Roundup du marché aux États-Unis. Le géant pharmaceutique craint le risque de procès sur ce marché si lucratif. Dans le reste du monde, le poison continue d'être vendu sans scrupule. Les effets secondaires ? Peu importe. À titre de comparaison, en Allemagne, environ 37% des surfaces cultivées sont traitées au glyphosate. Et ce, malgré les décisions de justice aux États-Unis. Mais alors, dans ce contexte, il y a deux autres détails croustillants à mentionner. Finalement, qu'est-ce que ça signifie, une substance controversée ? Cela signifie que certains se sont prononcés en faveur de la dangerosité d'une substance et d'autres, contre ceci. Il suffit donc d'un défenseur public pour qu'une substance passe de la case dangereuse pour la santé à la case controversée, ce qui est bien mieux pour l'image publique. Foodandwaterwatch.org se réfère à des emails internes d'employés de l'entreprise Monsanto Bayer et décrit dans un article comment Monsanto produit des opinions scientifiques censées prouver l'innocuité du glyphosate pour le grand public. Alors, comment des scientifiques sont engagés pour ne signer que des études scientifiques préfabriquées par Monsanto ? Tiruverda Jagadisan, qui a travaillé pendant près de 20 ans pour Monsanto en Inde, accuse également l'entreprise de pratiques similaires. Il affirme cette fois que Monsanto a falsifié des données scientifiques afin d'obtenir des autorisations pour ses produits sur le marché indien.
Voici d'ailleurs un deuxième détail croustillant. Le 9 mai 2019, le prestigieux journal Le Monde publie que Monsanto a secrètement constitué des listes en France depuis 2016 contenant des informations personnelles sur des hommes politiques, des fonctionnaires, parfois des journalistes ou des scientifiques, même des dirigeants d'organisations professionnelles ou publiques, tous appliqués dans l'autorisation du glyphosate ainsi que des OGM sur tout le marché européen. Et ce, bien sûr, dans le but de les surveiller et les influencer. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête préliminaire à ce sujet. La nouvelle maison mère Bayer s'est immédiatement excusée et a admis plus tard que Monsanto travaillait dans toute l'Europe avec de telles listes depuis le milieu de la décennie. Inquiétant. Que révèlent de telles pratiques sur les défenseurs de produits controversés de Monsanto ? Eh bien, encore une fois, vous faites votre propre avis, mais ce n'est pas la première fois. Le 6 janvier 2005, cette fois, une amende à la hauteur de 1,5 million de dollars a été infligée à l'entreprise Monsanto. Le tribunal a considéré qu'il était prouvé que Monsanto avait corrompu au moins 140 fonctionnaires du gouvernement indonésien entre 1997 et 2002, et ce, afin de contourner l'évaluation des risques environnementaux exigée par le gouvernement local. Dans le cas plus précis de cette affaire, il s'agissait cette fois d'introduire le coton BT génétiquement modifié Bollgard. Le problème est qu'une entreprise comme Monsanto paye 1,5 million d'amendes de sa poche, et ce, sans le moindre problème. On peut supposer que ces cas dans lesquels Monsanto s'est fait prendre ne sont que la pointe de l'iceberg et qu'il continue à agir. Alors, une fois encore les effets secondaires, eh bien, peu importe. En résumé, voilà ce qu'on peut dire. Monsanto est un géant pharmaceutique dont les produits ont manifestement contaminé le monde, qui fonctionne avec des pratiques commerciales avérées et criminelles, qui ment et triche de manière avérée, connue du monde entier et qui s'en tire à chaque fois, qui corrompt les décideurs. Leur fameux slogan qui prétend que la santé est pour tout le monde et la famine pour personne est une moquerie au nez du monde entier. Le monde se porterait sans aucun doute mieux sans Monsanto, même sans Bayer Monsanto. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de l'entreprise Monsanto. En outre, je suis sûr que vous aimerez également cette vidéo. En vous abonnant gratuitement et en laissant un like, vous nous aiderez à créer davantage de contenu. Un grand merci de la part de toute l'équipe du White Corner.